on se rend compte que manger avec plaisir, écologique, sain et pas cher, c'est un sujet assez complexe. Et c'est un sujet qui est très compliqué, parce que la nourriture, l'alimentation, c'est réellement un fait de civilisation qui est plurimillénaire. On sait de manière documentée que le fromage existe depuis plus de 7000 ans, qu'on a retrouvé en Chine du fromage en excellent état de conservation dans une tombe autour d'une momie qui avait plus de 3600 ans avant notre ère, et que donc la nourriture était liée au rituel funéraire, et donc dès qu'on a commencé à enterrer nos morts, la nourriture était liée à ces rituels, et donc cette nourriture, elle est intrinsèquement liée à ce que nous sommes, à la manière dont nous vivons en collectivité. C'est plus qu'un comportement individuel, c'est un comportement profondément social, voire artistique. On parle aujourd'hui de la gastronomie comme du 9e art, mais les Grecs le disaient déjà. Athénée de Nocratie expliquait « Un poète et un cuisinier se ressemblent bien, c'est le génie qui fait l'âme de leur art respectif ». Donc, on a bien là, dès la civilisation grecque, le fait d'élever la gastronomie au rang d'art et de considérer cela comme un élément très important de la société. Et les Romains, avec Terence, expliquaient que la cuisine est la servante de la médecine. Donc un médecin vient de nous parler, mais déjà les Romains avaient la conscience que la nourriture, l'alimentation, était la base de la bonne santé. Nous avons Anatole France qui explique « La cuisine française est la meilleure du monde. Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres lorsque l'humanité plus sage mettra le service de la broche au-dessus du service de l'épée. » Donc, on voit bien que dans tous les domaines, culturels, médicaux, voire même, on va dire, de la rivalité entre les nations, l'alimentation, la nourriture, la gastronomie est un sujet. Alors, c'est aussi un sujet de moquerie. Les Français sont le seul peuple qui parle de nourriture alors qu'ils sont en train de manger autre chose. Donc, vous voyez, on a tout ce lien. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, plus que dans tout d'autres, il n'y aura pas d'anathème, il n'y aura pas de décisions qui doivent s'imposer. On a vu les Américains, quand ils ont essayé d'imposer la prohibition sur l'alcool, ça n'a jamais fonctionné. C'est donc un vrai travail de réflexion, de petits pas, de pas en avant, de pas plus ou moins grands, pour avancer tous ensemble vers cette alimentation saine, écologique et pas chère. Et c'est Lévi-Strauss qui, je trouve, le définit de manière de plus intéressante, la manière de cette cuisine. Répondant aux exigences du corps, déterminée dans chacun de ses modes par la manière dont, ici et là, l'homme s'insère dans l'univers, placée donc entre la nature et la culture, la cuisine assure plutôt leur nécessaire articulation. Elle relève des deux domaines et reflète cette dualité dans chacune de ses manifestations. Donc on voit bien, et donc c'est Lévi-Strauss qui nous le dit sur ses études anthropologiques et ethnologiques, qu'il y a ce lien de la cuisine entre la culture et entre la nature. Et donc cette cuisine, elle dépend, ce que l'on mange dépend d'où on vit, mais dépend aussi de quelle société nous sommes. Et il faut l'admettre, aujourd'hui nous sommes dans une société capitaliste qui est basée sur la recherche absolue du profit, et donc notre nourriture dépend de cet élément. C'est le capitalisme qui détruit notre société, il détruit notre environnement, il détruit nos modes de vie, il détruit nos vies, et bien dans la même manière, il détruit notre alimentation. Il détruit notre alimentation parce que il détruit les liens sociaux. On a vu, l'alimentation,
c'est un élément central du lien social. Et à partir du moment où on va supprimer le repos dominical, on va mettre en place le travail du dimanche, eh bien c'est le repas familial du dimanche midi, le moment où toute la famille se retrouve, partage un repas qui est détruit. C'est quand on ne va plus faire de pause le midi, parce que la cadence est telle qu'on va acheter des produits surgelés, les faire réchauffer et les manger devant son ordinateur en continuant à travailler. C'est-à-dire que la nourriture, qui était un élément en soi, qui était un élément du partage, un élément du commun, devient un à côté, devient un élément secondaire, devient juste la nécessaire remise en place de la force de travail de l'ouvrier, de l'employé, au profit de son employeur. Et on a donc là, ici, tout un pan de la civilisation qui se trouve détruit, rabougri à sa plus faible expression, juste renouveler la force de travail du salarié. Et pourtant, et donc la conséquence de ce rabougrissement de la place de l'alimentation dans nos sociétés, c'est que les gens, par exemple, entre 1986 et 2010, 25% du temps de préparation du repas en moins. C'est-à-dire que les gens passent moins de temps à cuisiner. Forcément, ils ont moins de temps à travailler parce qu'ils passent plus de temps au travail, parce que la précarité fait que, parce que la télévision, donc on va plutôt faire un plateau repas devant la télévision ou devant des sites internet qui proposent des séries sur ordinateur. Et on a donc cette perte du partage, mais cette perte qui se constitue à partir du moment où la nourriture n'est plus un élément en soi, à partir du moment où la nourriture est uniquement faite pour renouveler la force de travail. Quelle est l'importance que cette nourriture soit bonne? Quelle est l'importance du bon goût de la nourriture si on n'a pas le temps de le savourer, si on avale son déjeuner en 5 minutes le midi? Et donc, on a donc une agriculture, une alimentation où on n'a plus besoin d'avoir de produits de qualité. L'important, c'est d'avoir quelque chose à manger. Et c'est ce qu'ont bien compris les géants de l'agroalimentaire qui nous nourrissent à coup de malbouffe et donc d'une alimentation de mauvaise qualité. Des chiffres ont été avancés dans cette journée sur les conséquences pour la santé de cette mauvaise alimentation. On pourrait dire que 36% des décès sont attribuables à une mauvaise alimentation. On pourrait dire que 49% de la population adulte est en surpoids, dont 17% est en situation d'obésité. Le coût social de l'obésité, 20 milliards d'euros par an, alors que celui de l'alcool est estimé à 15 milliards et que celui du tabac est estimé à 26 milliards. Et pourtant, ces deux consommations de tabac et d'alcool sont beaucoup plus stigmatisées et beaucoup plus contrôlées par l'État que la malbouffe. Et surtout, il y a aussi un décalage social dans cette mauvaise alimentation qui touche essentiellement les catégories populaires les plus défavorisées. La proportion d'obèses chez les enfants d'ouvriers est 4 fois supérieure à celle des autres. Il y a donc là aussi une question sociale, parce que ce sont les plus pauvres qui sont les premières victimes de cette malbouffe et de cette mauvaise alimentation. Cette alimentation jetable, cette alimentation rapide, elle a aussi des conséquences écologiques. Parce que la plupart du temps, elle est emballée dans du plastique, elle est suremballée. Donc je ne vais pas détailler ici les conséquences du plastique et de son éparpillement dans la société, mais clairement, il faut vraiment en avoir conscience que quand on achète une barquette de nourriture pour manger vite et que le plastique ne sert qu'une fois, eh bien c'est 50% des productions de plastique humaines qui sont du plastique jetable et utilisable une seule fois. C'est des conséquences sur les océans, des conséquences sur l'eau que l'on boit. 83% de l'eau du robinet contient des particules de plastique. Et c'est aussi cette alimentation qui induit cette prévalence du plastique
dans la nature. Et c'est donc, on va dire d'une certaine manière, l'harmonie de la nature, l'harmonie de l'homme avec la nature, avec les animaux, avec le végétal, avec le minéral même, qui est questionnée par cette alimentation et cette malbouffe. Parce que on veut toujours produire plus. On est dans une logique capitaliste où il faut produire pour produire et à moindre coût. Et donc, on utilise des pesticides qui réduisent la biodiversité et qui nous empoisonnent. L'exemple le plus criant, c'est celui du glyphosate. Vous avez peut-être suivi le combat qu'on a mené à l'Assemblée nationale lors de la loi Elan pour faire interdire le glyphosate, alors que toutes les études démontrent qu'il y a un risque sur la santé humaine, que la contamination de l'environnement est prouvée, qu'il existe des alternatives, et pourtant, les députés de La République En Marche, le gouvernement, ils ont refusé d'interdire, y compris à échéance de 3 ans, comme l'avait pourtant promis le président Macron, l'utilisation du glyphosate. Et ce n'est pas l'Europe qui va nous protéger, parce que l'Europe a bien dit que dans 5 ans, enfin non, ce qu'a dit l'Europe, c'est qu'ils autorisaient le glyphosate pour 5 ans, et que dans 5 ans, ils verront bien ce qu'ils feront, mais dans 5 ans, comme d'habitude, le poids des lobbies étant tel, ils reprolongeront pour 5 ans l'utilisation du glyphosate. La nature, on pourrait également évoquer la question des OGM, mais je n'irai pas plus loin. On a ici un poids des lobbies qui est central, qui fait que ces questions d'alimentation, qui fait que ces questions d'environnement échappent à la main du citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a pu y avoir la mobilisation citoyenne que l'on connaît sur la question du glyphosate. Cela n'a absolument pas empêché les députés de refuser de le voter. Il y a eu l'émission d'Élise Lucet sur le plastique, et dans la loi Elan, on a eu une députée qui a ressorti mot pour mot l'argumentaire des lobbyistes du plastique que nous avions vu sur France 2 2 jours plus tôt. Mot pour mot, c'est la responsabilité des pollueurs s'il y a du plastique dans la nature, ce n'est pas la responsabilité des producteurs. Et donc on voit bien là ce poids des lobbies et ce fait que les citoyens, même s'ils se mobilisent, sont impuissants à lutter. Et c'est donc la question démocratique qui est questionnée. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de 6ème République, quand nous parlons de redonner le pouvoir au peuple, quand nous parlons de droits nouveaux pour les citoyens, eh bien l'alimentation est évidemment concernée. C'est évident que la question de l'harmonie avec l'environnement, avec les animaux, avec la nature, elle est intégrée dans cette question démocratique parce qu'il faut que les citoyens puissent se réapproprier leur destin, et il faut que dans la Constitution, dans ces nouveaux droits humains que nous appelons de nos voeux, une alimentation saine soit inscrite comme un droit constitutionnel, parce que la nourriture, au même titre que l'eau, c'est un bien commun de l'humanité, et il n'est pas question de la laisser être appropriée par des multinationales et des lobbies. Et c'est là que c'est dans cette notion d'harmonie que bien évidemment vient s'inscrire la question de la souffrance animale et de ce que nous faisons subir à ces animaux. Donc évidemment, c'est la question des fermes-usines, avec ces 200 000 poulets, avec ces 17 000 porcs, avec ces 1000 vaches, où l'humain, enfin l'animal, être sensible, qui est fait de chair comme vous et moi, est traité comme une simple marchandise, est traité comme du ciment, est traité comme du bois, est traité comme n'importe quelle marchandise par ceux qui ne sont même plus
des éleveurs, parce que quand on a 200 000 poules dans un élevage, on n'est pas vraiment un éleveur. Et c'est qu'il faut aussi s'interroger sur quelle humanité nous sommes à partir du moment où nous sommes en capacité de broyer plusieurs millions d'oisillons tous les ans, que nous faisons vivre des lapins sur une feuille A4 dans une cage, à tel point qu'un lapin herbivore en devient carnivore et mange ses congénères. Quelle humanité sommes-nous quand nous contraignons des porcelets qui voudraient simplement jouer et farfouiller dans la terre avec leur museau et s'amuser parce que c'est leur nature, quand nous les contraignons à avoir la queue coupée, à avoir les dents limées, parce que enfermés dans une cage, le seul loisir qu'ils ont, c'est de mordiller la queue du voisin, ce qui provoque des infections et évidemment donc des frais supplémentaires. Et donc on leur coupe la queue et on leur lime les dents, évidemment à vif, parce que c'est quand même beaucoup plus économique que d'aller chez le vétérinaire. Donc on a là, ici, un point d'entrée. La nourriture est un point d'entrée sur cette question de l'harmonie à rétablir, cette harmonie qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la catastrophe climatique, la catastrophe écologique met en péril la survie même de l'humanité. Et donc, tout cela est lié. La planification écologique et la préservation de l'écosystème passent aussi par une meilleure prise en compte de la question de la souffrance animale. Je citerai juste la question des abattoirs. Je ne m'étalerai pas. Mais les abattoirs, ce qui est fondamental, en fait, je ne le savais absolument pas, et c'est en creusant la question, j'ai découvert que les abattoirs, ils étaient nés dans les années 1860 aux États-Unis, à Chicago, et c'était une industrie, une vraie industrie, et une véritable organisation méthodique du travail. Vous savez, il y a la bande dessinée de Tintin en Amérique, où il y a cette vignette où on montre à Tintin un bœuf sur un tapis roulant, il rentre dans une machine, et de l'autre côté, il ressort en conserve de corned beef et en saucisse. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'industrialisation, la souffrance pour les salariés. Bien sûr, la souffrance pour les salariés et la souffrance pour les bêtes. Et la souffrance pour les salariés, elle était tellement efficace que c'est en regardant l'organisation des abattoirs de Chicago que Henry Ford a inventé le Fordisme et le travail à la chaîne. Donc, vous voyez que rien n'est jamais vraiment éloigné de l'exploitation humaine, de l'exploitation du salariat par les capitalistes, et que de toute manière, on est dans cette solution, hommes comme animaux, exploités par les mêmes qui veulent faire du profit. J'ai parlé des salariés des abattoirs, mais une des premières victimes de cette agriculture intensive, de cette organisation imposée par les industries de l'agroalimentaire, ce sont les paysans eux-mêmes. Ce sont les paysans eux-mêmes parce que il y a une perte du sens du travail. Hein. Quand je disais, quand on élève 200 000 poules, on n'est plus vraiment un éleveur de poules, mais quand on arrose ces terrains d'intrants, de pesticides, etc., au final, on se retrouve avec une terre qui est dévitalisée, qui ne vit plus, et on ne cultive plus la terre, en fait. La terre n'est même plus un objet de culture, c'est juste le réceptacle de plants et d'intrants qu'on pourrait planter dans n'importe quoi. C'est un système qui contraint les éleveurs, qui contraint les paysans à vivre de revenus misérables. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les producteurs agricoles ne captent plus que 6% de la valeur totale du secteur de l'alimentation. C'est-à-dire que de tout ce que l'on dépense pour notre alimentation, il y en a 6% qui va pour les paysans. 94%, ça va pour les industries de l'agroalimentaire. On voit bien que là, tout le monde est le dindon de la farce, à part les grosses industries et à part les grandes multinationales de l'agroalimentaire. Alors face à cette situation,
face à cette situation, des alternatives sont possibles parce qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience de cette mauvaise alimentation. Il y a une prise de conscience sur la question de la souffrance animale. Il y a une volonté de bien manger. Ça se voit par le développement du bio, ça se voit par le développement de la consommation locale, par le biais des AMAP, ça se voit par l'augmentation constante du nombre de végétariens et de véganes dans notre société. Mais évidemment, il y a des freins. Il y a des freins à cette prise de conscience. Aujourd'hui, en France, en Europe, bien manger, ça coûte cher. Et bien manger, ça coûte cher, et ça veut donc dire que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, une des premières mesures à prendre pour garantir cette alimentation, c'est l'augmentation massive et générale des salaires, à commencer par le SMIC. Il faut augmenter massivement le SMIC pour permettre aux gens de bien se nourrir et que les personnes qui produisent cette alimentation soient bien rémunérées. On a donc là l'alimentation, c'est au même titre que le réchauffement climatique, la démonstration qu'il existe un intérêt général humain. Que nous avons tous intérêt à bien manger, nous avons tous intérêt à ce que tout le monde soit bien payé pour pouvoir bien manger, et nous avons tous intérêt à ce que les producteurs soient bien payés pour pouvoir produire de manière digne des produits de qualité dont ils pourront être fiers parce que, au même titre que n'importe quel salarié, les paysans veulent pouvoir être fiers de ce qu'ils produisent. Une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres mesures. Là, la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, elle avait demandé la création d'une commission d'enquête sur les questions de malbouffe au printemps dernier. C'est Loïc Prud'homme, le député de la Gironde, qui menait et dirigeait cette commission d'enquête. Il vient de rendre un rapport plutôt remarqué, hein, qui propose des mesures simples, rapides et efficaces pour en finir avec la malbouffe. Par exemple, et je vous renvoie à cet excellent rapport pour avoir tous les détails, mais je vais vous citer quelques propositions principielles. L'interdiction immédiate de tous les additifs qui sont controversés en application du principe de précaution. L'interdiction de la publicité à destination alimentaire, à destination des enfants. Définir par la loi des objectifs en quantifié de baisse de sel, de sucre et d'acides gras saturés pour chaque catégorie de produits. Interdire, imposer la présence du Nutri-Score au niveau européen et élargir ce moyen de contrôle simple pour les consommateurs au degré de transformation et à la présence d'additifs, hein, parce que l'on sait que les produits ultra transformés sont nocifs pour la santé, qu'ils créent des troubles, et donc qu'il faut les contrôler et au minimum les contrôler. Et après, il faut agir pour une agriculture paysanne, locale, de qualité. Il faut en finir avec l'artificialisation des sols. Hein. C'est un département français qui, tous les ans, est artificialisé. Il faut en finir avec ça. Il faut mettre en place des circuits courts. Il faut en finir avec les OGM, avec les pesticides. Il faut que les paysans soient respectés dans leur travail. Il faut améliorer la qualité gustative des aliments. Vous allez dire que tout cela c'est des vœux pieux et qu'on n'y arrivera pas. Non, il faut en finir avec, en fait, l'industrie intensive de l'agriculture, en revenir à des petites fermes, gérées par des paysans et des fermes à échelle humaine. Ça implique des créations d'emplois. Ça implique que si on veut pouvoir nourrir en bio local la population française, ça veut dire créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Dans l'avenir en commun, on l'avait estimé à 300 000. Et ces 300 000 emplois d'agriculteurs.
Mais si aujourd'hui on dit qu'on fait revenir des jeunes s'installer en milieu rural, ça a des conséquences. Parce que si ce sont des jeunes, ils vont vouloir une maternité, ils vont vouloir des services publics. Et donc, ça implique de recréer des services publics, ça implique de redensifier le réseau des services publics dans les territoires ruraux. Ça veut dire des fonctionnaires, ça veut donc dire plus de pouvoir d'achat, ça veut donc dire relancer l'économie de l'ensemble de ces territoires. Ça veut dire imposer des tarifs aux revendeurs et aux industries agricoles, c'est-à-dire des tarifs minimums pour chacune des productions des agriculteurs. Il faut protéger les appellations d'origine contrôlée. Ça veut donc dire refuser les traités de libre-échange, comme le JEFTA, comme le TAFTA, qui sont le CETA qui est en application à l'heure actuelle, c'est le traité de libre-échange avec le Canada, qui autorise l'arrivée du bœuf canadien aux hormones, aux antibiotiques sur notre territoire. Et évidemment, si on est dans le principe de la concurrence, il est beaucoup plus concurrentiel que le bœuf français parce que il va être beaucoup plus rapidement produit et il va être beaucoup plus imposant grâce aux hormones. Est-ce que c'est... Et à partir du moment où on valide ces traités de libre-échange, on abandonne tout espoir de pouvoir contrôler la qualité de ce que nous allons manger. Donc on a besoin d'un protectionnisme solidaire et écologique qui garantit à nos frontières le contrôle de ce qui arrive pour savoir ce que nous allons avoir dans nos assiettes. Et ça implique également une révolution dans tout ce qui est restauration collective. Il faut imposer une alternative végétarienne dans toutes les cantines. Il ne s'agit pas de l'imposer, il s'agit de la proposer. Parce que quand j'ai interpellé le ministre sur justement le décret il y a un décret qui expose ce que les enfants doivent manger. Il faut manger des protéines carnées, du poisson, du lait, etc. Et quand on dit, mais ajoutons des protéines végétales, ajoutons l'alternative végétarienne. Non, 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 moi je ne veux rien imposer, me dit le ministre. Il faut que ce soit le libre choix. Mais pourtant, on impose de manger de la viande, on impose de manger du lait. Mais ça ne le dérange pas. Donc, vous voyez, c'est cette révolution culturelle qu'il faut faire. Il faut évidemment, parce que nous avons un levier d'entraînement par le biais des cantines publiques, imposer du 100% bio. Parce que comme ça permet de garantir un débouché aux éleveurs du bio. Ça permet de garantir des prix, ça permet d'éduquer au goût les enfants. Et on sait que les enfants sont prescripteurs parce que ce qu'ils auront mangé à la cantine et qu'ils auront aimé, ils demanderont de manger la même chose à la maison. Donc vous voyez, on a l'ensemble de ce schéma. Hein, je vous renvoie. Là, j'ai été très rapide parce que l'heure tourne je vous renvoie à l'excellent livret Agriculture de l'Avenir en commun sur ces questions-là pour bien avoir en tête que tout ce que je dis là, c'est chiffré, c'est démontré, c'est appuyé et contrôlé par des experts et que ce n'est pas des élucubrations et que nous sommes capables, le jour où nous arrivons au pouvoir, d'organiser cette transition. Et je vais conclure sur un élément central. La réduction de la consommation des protéines carnées. C'est un impératif, on l'a vu en termes de santé publique, mais c'est également un impératif en termes d'écologie et en termes parce qu'aujourd'hui, la consommation carnée telle qu'elle n'est pas écologiquement soutenable. Toutes les études montrent qu'à échéance 2050, 80% des gaz à effet de serre émis seront produits par l'élevage et ses dérivés. 80%. C'est insupportable pour la planète. Il y a la question des gaz à effet de serre, mais il y a induite une autre question, c'est celle de la consommation en eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 13 500 litres d'eau. Entre ce que la bête va boire et surtout
ce que l'on va utiliser comme eau pour produire le maïs ou le fourrage que la bête va manger. Et donc 13 500 litres pour 1 kg de bœuf. Si on prend la même chose pour 1 kg de soja, c'est 900 litres. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de guerre pour le contrôle de l'eau. On le sait, il y a une telle pression hydrique qu'aujourd'hui, des guerres sont possibles pour l'eau. Si on regarde à l'échelle de l'histoire, j'ai regardé rapidement, donc j'ai peut-être pu en oublier, mais la seule guerre documentée qui avait l'eau comme unique raison d'être, elle date de 2500 avant notre ère. C'était en basse Mésopotamie, une guerre entre Lagash et Houma. Donc, c'est-à-dire que depuis 2500 avant notre ère jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de guerre pour l'eau. Et pourtant, depuis quelques années, on a de plus en plus de conflits qui tournent autour de l'eau. On a évidemment le Moyen-Orient. On a évidemment la question de l'Égypte avec le Nil. En France même, on n'est pas à faire la guerre. Mais quand il y a de la sécheresse, il y a la question de la réserve d'eau. Et aujourd'hui, il y a des conflits, c'est normal en démocratie, des conflits, sur l'usage de cette eau entre les associations et les agriculteurs sur comment est-ce qu'on fait des bassins de rétention, comment on conserve cette eau, etc. Et donc, si on continue cette production, si on continue cette consommation, c'est la question de la paix même qui peut être en question à partir du moment où on sait que depuis 1987, de 1987 à 2015, l'augmentation de la consommation en eau a été de 1% par an. La consommation de viande continue à exploser comme elle explose actuellement. La courbe va continuer et il y aura de plus en plus de risques de conflits liés à l'eau. Et donc, vous voyez, on est parti de l'alimentation et on en arrive à la question de la paix. C'est bien pour montrer que nous sommes sur un sujet complexe et un sujet qui est au cœur de la survie même de l'humanité. Donc, on doit avancer aujourd'hui pour une agriculture locale, paysanne, de qualité. On doit avancer pour en finir avec la malbouffe. On doit en finir avec la souffrance animale. Et tout cela, on le voit, ça passe par la lutte contre les lobbies. Ça passe par la réappropriation du pouvoir démocratique par le peuple. C'est l'intérêt général humain, écologique, social qui est ici en question sur cette question de l'alimentation. Bonsoir. Vous prônez beaucoup le bio, mais moi je trouve que le bio devient aussi un lobbying. On n'a pas besoin d'avoir du bio pour manger sain. Il faudrait simplement rééquilibrer en fait le prix de ce que l'on achète aux producteurs par rapport à ce qu'on trouve nous dans les étals. Parce que le bio, c'est pareil, derrière le label, pas mal de fric qui se fait quand même. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, dans ma conclusion, j'ai bien fait attention au terme agriculture paysanne et locale. Pas forcément bio et raisonné. Enfin non, pas raisonné. Bah, comme on trouvait avec nos arrière-grands-parents. Chacun son tour. Oui, plutôt bio, plutôt paysanne et locale. Et en effet, aujourd'hui, il y a un sujet de savoir qui va s'approprier ce marché du bio, ce marché du vegan. Est-ce qu'on le laisse justement au marché ou alors est-ce qu'au contraire, on l'organise, on le contrôle et la puissance publique joue son rôle d'organisation du secteur et de contrôle. Bien sûr, c'est pas du bio pour du bio, c'est du bio contrôlé, paysan, local. Parce que si c'est du bio fabriqué à l'autre bout du monde, transporté par bateau, avec les gaz à émission de serre, que c'est cultivé par des enfants, etc., franchement,
ça n'a aucun intérêt. On est parfaitement d'accord. Autrement, une simple question. Bon, je suis militant à la Confédération paysanne. Quand vous parlez de revenir à des plus petites structures, je connais personnellement Jean-Luc Mélenchon. Il y a longtemps que je le dis, et ce chiffre de 300 000 exploitations qu'on crée en plus, on en a parlé il y a déjà quelques années en arrière, mais politiquement, comment on fait? Aujourd'hui, les terres en location ou en propriété, l'agriculteur n'est pas toujours propriétaire des terres, mais il est à la tête de surfaces de plus en plus importantes, de plus en plus considérables, même par chez nous. On va commencer à avoir des fermes de 500 à 1000 hectares quand même. Dans l'Ain, j'ai discuté avec un céréalier la semaine dernière qui cultive 1000 hectares. Voilà. Alors politiquement, comment on peut faire pour redistribuer la terre et puis installer plus de paysans? On fait une réforme agraire. On fait une réforme agraire. Enfin, de toute manière, ça passe par là. Ça passe par la réappropriation des terres. On a été capable de faire le remembrement. On doit être capable aujourd'hui de répartir les terres pour assurer la production. Alors, il faudra le faire de manière négociée, raisonnable, etc. Mais il faudra avoir la volonté politique de le faire et de le mettre en œuvre, bien sûr. Mais parce que ça ne se fera pas en claquant des doigts. Et ça veut dire qu'il faut recréer des lycées agricoles, ça veut dire qu'il faut revaloriser le travail de la terre, il faut revaloriser le travail manuel. C'est sur les mentalités aussi qu'il faut travailler. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit le taux de suicide chez les agriculteurs, hein, c'est quasiment 1 tous les 2 jours, quand on voit les maladies professionnelles qui résultent de l'utilisation du glyphosate et d'autres pesticides, ça ne donne pas franchement envie aux jeunes de venir s'installer. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, et en travaillant sur une nouvelle manière de faire de l'agriculture, on redonnera envie. Et puis évidemment, il y a tout ce que j'ai dit sur redensifier les services publics dans les zones rurales, revivifier toutes ces zones du territoire qui sont aujourd'hui complètement abandonnées par les politiques publiques, que nous arriverons à relancer les choses. Alors, je crois qu'il y avait Valentin, non? Il avait pas levé la main? J'ai cru. Pardon. Une autre intervention? Une question? Non, je remercie Bastien pour l'intervention que j'ai bien aimée, effectivement. Je m'associe à Claude pour insister sur un élément. Effectivement, je suis d'accord qu'il faut augmenter le salaire des gens, mais surtout, il y a un gros travail d'éducation, à mon avis, à faire. C'est qu'il faut que les gens augmentent la part de leur revenu qu'ils consacrent à l'alimentation. En fait, pour moi, je vois vraiment la question comme ça, et que cette part consacrée à l'alimentation, dans le revenu des ménages, elle a cessé de baisser. Et en fait, il faut la re-augmenter, cette part. C'est tout simplement ça. Et je pense quand même qu'il y a évidemment, même avec un SMIC, bon, c'est beaucoup trop faible, le SMIC, c'est sûr qu'il est trop faible, mais je pense qu'il y a des gens avec de faibles revenus qui arrivent quand même à bien manger en sacrifiant d'autres choses, ça c'est clair. Mais il y a tout un tas, on est dans une société du superflu, hein, donc il faut que les gens comprennent, mais nous on en est convaincus, qu'il y a tout un tas d'achats qu'il faut arrêter de faire. Mais c'est lié aussi au combat qu'on mène dans le cadre.